Quand j'ai su que mon père avait le Parkinson, j'ai plongé dans un monde inconnu. Puis j'ai posé 1000 questions pour mieux comprendre et briser les tabous. Je suis allée à la rencontre de gens atteints de la maladie et j'ai rencontré également des spécialistes. Peut-être que si vous écoutez ceci, c'est que vous aussi, vous avez des questions. Comme personne atteinte, comme proche, ami, membre de la famille, ou peut-être que vous avez juste envie de vous renseigner et d'en connaître plus sur la maladie. Je m'appelle Eugénie Lépine-Blondeau et peu importe la raison pour laquelle vous tendez l'oreille, je vous souhaite la bienvenue dans le balado Parkinson, au-delà des tremblements. C'est tellement de maladies qui est invalidante. On a des patients devant nous, la qualité de vie n'est plus au rendez-vous. Donc, quand on peut ramener des éléments ou dans leur quotidien, dans leur vie là, de tous les jours, les petites choses qui reviennent plus simples, qui redeviennent accessibles, moi, je ne demande pas plus. Quand Dr Fournier-Gosselin m'a parlé des chirurgies possibles dans le domaine, j'étais soufflée par la mécanique de l'opération, la patience et la précision que ça demande. Comme un électricien qui vient installer du câblage à la maison, mais dans le but d'améliorer des vies. La stimulation intracérébrale, c'est une chirurgie, en anglais on dit deep brain surgery, ouais. Donc chirurgie intracérébrale profonde parce qu'on va profondément dans le cerveau, mais soyons plus précis. On va introduire de façon très délicate et très ciblée des électrodes dans des zones précises du cerveau qu'on va aller stimuler. Ces électrodes-là sont reliées avec un système de câblage. Tout est sous la peau. Il n'y a aucune électrode qui sort à l'extérieur. On n'est pas un extraterrestre. Et c'est relié à une batterie. Là, je suis en train de pointer sous la clavicule, donc un peu comme un pacemaker. Donc, au lieu d'envoyer de l'électricité d'un pacemaker qui serait vers le cœur, mais ça va vers le cerveau. Qui est un bon candidat pour avoir la chirurgie? C'est vrai qu'on aimerait pouvoir offrir la chirurgie à tout le monde, mais ce n'est pas le cas. On veut s'assurer que le patient ait le maximum de bénéfices de la chirurgie et le minimum de risques. Donc, toute cette évaluation-là est faite dans les mois qui précèdent la décision finale pour aller vers l'opération. Les patients qui en bénéficient le plus, ce sont les patients où le Parkinson a commencé relativement jeune. Donc, on opère les patients qui sont en bas de 70 ans. En haut de 70, les bénéfices sont beaucoup moins clairs par rapport aux risques qui sont beaucoup plus grands. Est-ce que vous en parlez rapidement aux patients, de la possibilité d'avoir l'opération? C'est de plus en plus abordé tôt pour, démystifier qu'est-ce que ça peut être, que ça, montrer que ça existe. Puis, c'est pas, disons, la première chose qui nous vient en tête de se faire opérer, ouvrir le crâne. Hein? Donc, les gens, c'est une décision qui est bien réfléchie. Lorsqu'ils nous arrivent en neurochirurgie pour les évaluations, il reste encore beaucoup de questions à répondre, mais on voit que les gens ont fait leur travail, leur cheminement, et voient que c'est une option qui commence à être de plus en plus envisagée, puis éventuellement, ils veulent. Là. J'en ai profité pour parler de l'opération avec Sandy Hamel. Je sais qu'il y a des avancées et tout ça. S'il y a une qualité de vie qui se rattache à ça, c'est sûr et certain que la recherche est là aussi. Là. Fait que... Puis pourquoi tu es réticente d'avoir la chirurgie? J'ai un de mes frères qui s'est fait opérer au cerveau. Il y avait des conséquences à ça. Il y avait des risques qui étaient reliés à ça. Là, c'est sûr que je rencontre des gens qui ont eu la chirurgie puis qui ont vraiment une qualité de vie vraiment exceptionnelle. Des gens qui ont eu le Parkinson puis qui ont eu la chirurgie. Ouais. Tu vois la progression, donc, de leur qualité de vie. Oui, c'est ça. Est-ce que parfois, vous ne l'offrez pas d'emblée parce que vous avez peur peut-être de donner trop d'espoir aux patients? Comme c'est pas tout le monde qui peut être un bon candidat pour l'opération. C'est sûr que c'est toujours très décevant, et pour le patient et pour l'équipe, d'arriver, par exemple, à la fin d'un bilan exhaustif puis de dire... finalement, on ne se lancera pas dans la chirurgie parce qu'on a tel élément qui nous dit qu'on va peut-être plus vous nuire que vous aider. Donc, habituellement, quand on se lance dans le bilan, c'est qu'on a des bonnes raisons de croire qu'on va aider puis qu'on veut plutôt le confirmer. C'est qui le plus jeune patient ou la plus jeune patiente que vous avez opérée avec cette chirurgie? Ça peut être difficile à croire, mais j'ai une patiente de 33 ans. 33 ans. Que j'ai opérée. Tout juste cette semaine, très récemment. Je la salue d'ailleurs si elle écoute. C'était simplement pour montrer que le Parkinson, il y a des formes génétiques qui peuvent arriver beaucoup plus tôt dans le décours
qu'habituelle. On s'attend plus à une moyenne d'âge 65 ans, c'est une maladie de personnes âgées. Oui, c'est un grand mythe qu'on essaye de déboulonner là, ici, là, au balado. Ouais. Donc, si on pense qu'on a une opération très jeune dans la trentaine, ça veut dire que la maladie a commencé plus tôt. Ouais. Et que la maladie va être là pour plusieurs années. Donc, les bénéfices d'opérer des patients, cette chirurgie est comme faite pour les patients jeunes, pour justement leur permettre de rester le plus fonctionnel possible. Dans les cas de jeunes parents, c'est de pouvoir dire, je vais aller au parc avec mon enfant, je vais aller au cours de karaté avec mon enfant, je vais passer l'Halloween avec mon enfant. Donc, on a une tranche de patients chez qui la maladie frappe en pleine parentalité, exercice professionnel, vie de couple, qui ont leurs enjeux. Leur qualité de vie peut ressembler à quoi après l'opération à cet âge-là? Donc, c'est sûr qu'on ne guérit pas. Hein? On n'a pas de cure encore pour le Parkinson. Après une chirurgie qui se passe bien, que la stimulation est exactement au bon endroit où je veux l'avoir, parce que c'est quand même au millimètre près, tout ça, qu'on a fait une programmation. Ce que les patients nous rapportent par la suite, c'est je suis capable d'avoir un meilleur sommeil déjà. Je suis capable d'avoir une journée où j'ai pas besoin d'attendre que la médication fasse effet vers 4 heures de l'après-midi plutôt que telle heure. Donc, une plus grande liberté. Un retour vers... C'est un semblant de normalité. Ce n'est pas exactement ce qu'on était avant la maladie, mais c'est déjà beaucoup mieux, beaucoup plus prédictible, stable, moins invalidant. On revient pas en arrière sans la maladie, mais on peut aller de l'avant vers un nouvel état qui est beaucoup plus agréable pour le patient et aussi pour sa famille. Docteur Fournier-Gosselin nous disait qu'il y avait des avancées impressionnantes pour les chirurgies, mais nous rappelait également qu'il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas sur cette maladie encore et qu'il fallait vraiment que la recherche soit plus financée, notamment pour détecter les signes précurseurs. Mais ça ressemble à quoi exactement l'état de la recherche présentement? J'en ai parlé avec Caroline Champeau, directrice de Parkinson Québec. Nous, ce qui est très intéressant, c'est qu'au Québec, on a une niche de chercheurs de renommée mondiale. Ouais. Alors, on est très privilégié, Parkinson Québec, de côtoyer ces grands chercheurs-là. Et puis, on a une bonne relation avec eux. Et puis, on s'intéresse à eux aussi. On s'intéresse à leurs défis, à leur travail pour côtoyer la communauté scientifique. C'est sûr que je suis au premier balcon, loge, première loge de tout ce qui se trame actuellement. Et puis, je suis en mesure de vous dire qu'on est à la portée de bonnes percées pour la maladie de Parkinson. Pour être honnête avec vous, je me serais sans doute pas plongée autant dans cette quête si j'avais pas un proche qui était atteint de la maladie de Parkinson. Dans mon cas, je vous l'ai dit, c'est mon père. Et même si on n'a pas besoin d'un micro pour se parler des vraies affaires, lui et moi, c'était important pour moi qu'on l'entende ici. Et j'étais vraiment contente qu'il accepte, non sans hésitation, mon invitation. La 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 la. Je veux, j'exige et j'exagère. Je veux, j'exige et j'exagère. 6 chiens chassent 5 chats. Oh, je ne connais 6 pas. 6 chiens chassent 5 chats. 6 chiens chassent 6 chiens chassent 5 chats. T'es beau dans un studio, pas? Merci. Salut, papa. Salut, Eugénie. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien. C'est un moment père-fille unique. On en a eu beaucoup de moments père-fille. Oui. Celui-ci, c'est assez particulier. Merci d'avoir accepté notre invitation au balado. Comment tu te sens de participer à ce projet? Je me sens bien. Toi, ta quête d'information, ça s'est bien passé? Oui, vraiment. Très intéressant. T'en sais peut-être plus sur la maladie que moi maintenant. Peut-être. L'important, c'est qu'on puisse partager ces informations-là, si ça te tente. Avec le public. Et surtout avec le public. Oui. Puis, c'est de pouvoir jaser aussi. On a eu l'occasion de le faire quand même souvent. Depuis ton diagnostic, tu as été ouvert à ce qu'on en parle. Oui. Que ce soit de comment tu te sens ou comment tu vis avec la maladie au quotidien. Oui. D'en parler publiquement, est-ce que ça comporte un défi particulier pour toi? Moins que la première fois que je l'ai fait, parce que moi, j'ai vécu 3 phases, dans le fond, l'état de choc quand j'ai appris la maladie. Ouais. Un genre de coming out en janvier 2021 où j'ai participé à un webinaire avec
le docteur Michel Panisset, qui est mon neurologue au CHUM. Et puis, ça, c'était plus particulier. Ouais. Et puis, là, je suis dans l'étape de la vie, avec ses joies, ses défis. Et puis, grâce à tous les appuis que j'ai, ça me fait plaisir de parler de ça, puis de partager ça avec toi, puis avec les gens qui nous écoutent. Tu as eu ton diagnostic en novembre 2018, papa, puis tu as commencé à en parler en janvier 2019, là, plus à la famille, aux amis. Ça fait donc 5 ans et des poussières maintenant. Oui. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi en 5 ans? Qu'est-ce qui a le plus changé? Ben, je le disais, c'était un état de choc quand j'ai eu le diagnostic. Et puis, on avait beau me dire, vous avez du temps. Ça m'a rassuré un peu quand même. Puis, comme beaucoup de gens, j'ai attendu avant d'en parler plus ouvertement à l'ensemble de mes amis, puis avant d'en parler publiquement. Mais fallait toi-même, c'est ça, encaisser le choc avant, puis peut-être comprendre comment en parler aussi. Ouais. Fait que la chose qui a peut-être le plus changé, c'est qu'aujourd'hui, j'assume pleinement le fait que je vis avec un coloc qui s'appelle Parkinson. Et puis, chacun évolue à son rythme. Mais moi, j'assume quand j'ai des lenteurs, quand j'ai des tremblements. Ouais. J'assume ma situation. Je suis encore autonome. Puis je fais tout ce qu'il faut pour rester autonome très longtemps. Ouais. Et puis, je suis chanceux d'avoir les appuis que j'ai autour de moi. D'abord, Manon, ta mère à toi et Magali, qui est ma grande complice et puis qui m'accompagne avec tout son cœur, avec un rôle parfois ingrat, parce que le docteur Panisset lui avait dit, il lui rappelle régulièrement devant moi, son rôle, c'est de vous pousser. C'est de vous pousser parce que... Pousser à quoi? Être discipliné, entre autres, dans les exercices? Oui, puis les gens qui font du Parkinson ont tendance, avec les années, à être un peu apathiques ou craintifs de faire des choses. Et puis, elle a ce rôle ingrat de cheerleader. Elle observe, elle voit tout. Elle ne dit pas toujours tout ce qu'elle voit. Mais je suis chanceux d'avoir cet appui-là, l'appui de ma famille, ta sœur et toi, et vos conjoints, conjointes. Puis mes sœurs, mes frères, frères, beaux-frères, famille immédiate, et les amis que nous avons, Manon et moi, beaucoup d'amis, tout couple d'amis. Puis moi, j'ai des amis, des boys et des girls, des hommes et des femmes de ma vie. Alors, ce qui a changé, c'est qu'avec tout ce monde-là, je suis naturel. Toutes les personnes qui sont atteintes de Parkinson, il faut faire avec. Il faut se rappeler que la liste des choses qu'on peut faire est beaucoup plus longue que la liste des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut avoir des plans, il faut cultiver les joies, il faut relever les défis. Et puis, il faut faire ça au jour le jour. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour se préparer au changement dans les dynamiques de couple ou les dynamiques familiales, par exemple? S'en parler, puis pas trop s'en parler. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas être défini par le Parkinson, mais le Parkinson finit par jouer un rôle dans la définition de qui on est. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a une limite à faire du stress d'anticipation par rapport à ce qui va arriver. Pas passer trop de temps non plus à s'imaginer le pire, par exemple. Exactement. Ouais. Exactement. C'est de s'en parler, mais pas trop. Ouais. Et puis de s'ajuster. C'est ce qu'on se dit, Manon et moi. On planifie les choses, puis si au lieu de s'ajuster en cours de route, on s'ajustera en cours de route, c'est tout. Ça veut dire quoi, donc, pour toi, vivre avec la maladie? Bien, ça veut dire être actif. Moi, il y a plein de moments où j'oublie que j'ai la maladie. Ça, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. C'est bon. Des fois, c'est un petit défi. Parce que des fois, je vais planifier un week-end, une journée, une semaine. Bien rempli, plein d'activités. Puis là, oups, à un moment donné, je me dis, il faut que je fasse une sieste. Ouais. Une sieste. Je fais un petit peu d'insomnie, il faut que je rattrape mon sommeil.
penser à la ainsi de suite. prise de médicaments, quand Ouais. est-ce que ça devient efficace aussi dans une journée. Ouais. Ça occupe... On l'oublie ou on le mentionne pas assez, mais ça occupe aussi beaucoup ton esprit, veux pas. C'est de la planification puis de la logistique. Dans notre tête de Parkinsonien, Ouais. on pense à tout ça. Puis des fois, si on a d'autres pépins de santé, on intègre ça aussi. Ouais. Puis, être conscient, un des défis pour la vie à deux, c'est que notre expression faciale change aussi avec le temps. Et puis, on a un visage plus impassible. On a moins le sens de l'humour qui était toujours une caractéristique chez moi, puis qui était très apprécié de ta mère et de mes filles. Et puis, là, des fois, j'oublie qu'on peut être rigolo aussi en discutant de certaines choses. C'est donc d'essayer d'être conscient, en fait, de ce qu'on perd avec la maladie, puis de voir qu'est-ce qu'on peut rapporter ou ramener de façon consciente, justement. Donc, Ouais, un petit peu plus d'humour. Oui, Tu t'étais même acheté un livre de blagues, j'ai déjà acheté une couple de livres de blagues. mais il était moyennement drôle. C'était des jokes de papa. Ça peut être drôle, des jokes de Oui. papa. Il y a des jokes qui se comptent plus aujourd'hui. Oui. Mais tout ça témoigne de ta volonté quand même de ramener des caractéristiques qui étaient déjà très présentes chez toi puis qui sont peut-être effacées à cause de la maladie, mais que tu chéris encore. Oui, oui. Tu as appris récemment que tu étais un bon candidat pour l'opération, la chirurgie intracérébrale ou la stimulation cérébrale profonde, Oui. que si tout va bien, elle devrait avoir lieu cet automne. Tu n'as pas fait les tests préliminaires encore, mais bon, le processus est enclenché. Comment tu te sens par rapport à ça, papa? Je me sens bien. J'ai extrêmement confiance en mon neurologue. Manon est avec moi. C'est une décision qu'elle soutient. Puis mon entourage me soutient là-dedans aussi. C'est une bonne nouvelle, je pense. J'espère que ça va se concrétiser. Et puis, je me dis, il faut agir sur la maladie. Il faut, dans la vie de tous les jours, cultiver les joies, relever les défis, s'appuyer sur ses relations familiales, intimes et puis amicales. Il faut agir. Il faut agir. Puis, si j'ai cette opportunité-là pour améliorer ma qualité de vie, pour maintenir mon autonomie encore plus longtemps, je me dois, et je dois ça aussi à mon entourage. Pourquoi donc tu as accepté de la faire, cette opération? Parce que je veux vivre le plus longtemps possible avec un maximum de capacité. La capacité de communiquer, ça, on la souhaite pour toute la vie, mais la capacité de bouger aussi, d'être actif physiquement, d'aller et de venir, d'être autonome. Je veux vivre longtemps, puis je vais être un bon grand-père, je vais être un bon mari, je vais être un bon père de famille, je veux être encore un bon ami pour mes amis. Et puis, c'est ça, c'est le désir de vivre. C'est quoi ton souhait pour la maladie? Il y a beaucoup de recherches qui se fait sur le Parkinson. Je ne sais pas si je verrai le bout de la disparition de la maladie ou de trouver la solution. Il y a des chercheurs ici au Québec qui travaillent sur ça avec vigueur et rigueur. Alors, je souhaite que les statistiques qu'on prévoit en augmentation ne le soient pas. Puis je souhaite surtout que on trouve une clé. Je le souhaite aussi. Merci, papa. Je t'aime. Merci, Eugénie. Je t'aime aussi. Moi, mon souhait, évidemment, c'est qu'on trouve les causes puis les remèdes pour l'éradiquer, cette maladie. Mais d'ici là, c'est certainement qu'on déstigmatise les personnes atteintes, qu'on en sache assez sur la maladie pour que collectivement, socialement, on développe non seulement notre sympathie pour la cause, mais aussi des ressources pour rendre la vie des patients et des patientes et de leurs proches meilleure et plus douce. Je m'appelle Eugénie Lépine-Blondeau. Merci d'avoir été à l'écoute.